Alors, quand on regarde le Mali et l'arrestation de Choguel, et puis par la suite, les arrestations, 55 éléments, parmi lesquels des hauts gradés de l'armée malienne qui ont été qui ont été interpellés et mis aux arrêts. Choguel Maïga, qui est aujourd'hui poursuivi notamment de détournement de deniers publics. Alors, quand vous regardez cela, est-ce que vous comprenez ceux qui pensent qu'il s'agit beaucoup plus d'une purge des oppositions en interne afin que le général Assimi Goïta puisse garder une main suffisamment ferme sur le pouvoir, sur l'exécutif malien afin de conduire les missions qu'il conduit d'ailleurs, on va dire, de main de maître. Rappelez que au plan sécuritaire, on peut saluer l'action du général Goïta, on peut également voir la souveraineté restaurée du Mali dans de nombreux secteurs et aussi une économie avec des recettes publiques qui se multiplient et permettent et donnent une main suffisamment large au président Goïta de pouvoir agir au cœur des enjeux, des principaux enjeux qui concernent la nation malienne. Mais est-ce qu'à côté de cela, quelle est la lecture que vous faites notamment sur le cas Choguel Maïga? Sur le cas Choguel Maïga, il faut dire que moi, avant d'y revenir, moi j'ai toujours dit, n'en déplaise aux uns et aux autres, j'ai toujours dit que la démocratie est une importation de l'Occident pour continuer à maintenir l'Afrique dans l'esclavage, dans le giron de l'esclavage. Et voilà pourquoi, quand on a tendance à dire que il nous faut la démocratie, il nous faut ci, il nous faut ça, on constate que l'Afrique ne se développe pas. L'ancien Premier ministre a été un homme très fort, un homme très aimé par les Africains à un moment donné, mais puisque l'ennemi ne dort jamais, alors certainement, et ça c'est le fort des Africains, c'est que quand tu te retrouves à un moment donné au sommet d'une histoire, quand tu te retrouves à un poste de gouvernance qui te donne beaucoup d'avantages, tu confonds. Et tu es convaincu que, pour le cas de Choguel, l'ancien Premier ministre, à un moment donné, les avantages l'ont amené à croire qu'il fallait déjà demander à Assimi Goïta, au président de la transition, de pouvoir libérer, sachant que il a déjà travaillé son image, il a travaillé sa personnalité qui certainement l'amènera au pouvoir. Mais pour quelle fin? Est-ce que le Mali est-il déjà redressé? Est-ce que le Mali est-il déjà propre? Je ne pense pas. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, il s'est retrouvé en train d'emmagasiner un certain nombre de biens. Il s'est enrichi, sachant qu'à un moment donné, il fera face au peuple et qu'il aura besoin de faire la campagne et que ces moyens lui permettront de faire la campagne. Donc sa situation ne me surprend pas. Voilà, un seul instant, Herman, Ouais. je ne vous coupe pas la parole. Ouais. Vous savez que nous avons le temps. Ouais. Okosisi Baba Nicolo, je vous retrouve très rapidement. Tout à l'heure, je vous ai confondu à un autre combattant de la cause panafricaine. Merci à vous d'être là. Et voilà, merci, je vous disais tout à l'heure, merci à vous pour cette confiance et surtout cette constance dans votre engagement panafricain. Alors, d'abord, je tiens d'abord à appeler les membres de vos ancêtres à vous bénir, vous, camarades journalistes africains, qui aujourd'hui, malgré les déboires contre votre chaîne panafricaine, la Afripedia, l'Occident essaie tout de faire que Guy Fondonc ne soit plus capable d'être chez ses pairs, les Africains. Je tiens à saluer naturellement le grand combattant Herman, avec lequel nous avons une longue marche avec Afripedia, Herman Manoussiga, et naturellement ceux qui vont nous rejoindre. Saluer aussi votre plateau, toute l'équipe technique et aussi le directeur de la chaîne. Au-delà de ça, je voulais vous remercier spécialement sur les millions d'Africains, d'avoir choisi mon humble personne pour pouvoir accompagner la voix des Africains chez eux. Et le débat qui est en marche aujourd'hui, j'espère que nous allons être à la hauteur et qu'avec les Africains, nous allons pouvoir apporter une graine à l'édifice de notre panafricanisme et ensemble, nous allons y arriver. Je tiens à te dire merci spécialement à toi, Guy Fondonc, et ton équipe pour m'avoir choisi, malgré mes devoirs, Merci. malgré ce que j'ai, malgré ce que je suis, pour que je puisse m'asseoir à côté des autorités comme Manu Siga, Herman, et que nous puissions mener ensemble. Merci, camarades. Merci Okosisi Baba Nicolo. Et voilà, on rentre rapidement dans le sujet. Et Herman, tout à l'heure, vous étiez en train de dire que Choguel s'est enrichi, mais est-ce qu'on a la preuve que Choguel Maïga s'est enrichi? Vous savez, on a tendance à croire que la justice en Afrique n'existe pas. C'est parce qu'elle est en défaveur de ceux qui ont un certain nombre d'intérêts. Il faut qu'on le reconnaisse et il faut qu'on le dise. Quand on est accusé d'avoir, par exemple, détourné des fonds publics, il y a des preuves. Et vous savez, dans les États, dans les gouvernements,
occidentaux, on a tendance à le dire et de vive voix que la justice africaine n'est pas une justice. Elle est taillée à la mesure de ceux ou à la mesure ou à l'avantage du côté adverse. Et pourtant, c'est pas le cas. Moi, je crois toujours à la justice de notre pays et à nos Africains et reconnaissons que un procès comme celui-là de l'ancien Premier ministre, c'est un homme qui a servi le Mali. Il faut qu'on le reconnaisse. Qu'est-ce qui peut l'amener à être à porte-à-faux à un moment donné avec le président Assimi Goïta? Essayons de voir. Peut-être qu'à partir de ce moment-là, il a été question de fouiner dans ses entrées, dans ses déroulés, dans ses finances, dans tout, et on a pu découvrir. Mais il faut reconnaître que la justice, à partir du moment où elle déclare, c'est pas seulement dans l'Occident qu'on reconnaît qu'elle est transparente et qu'elle agit positivement. Mais même en Afrique, elle est positive. Il faut qu'on apprenne également à le reconnaître. Alors, à partir du moment où la justice t'accuse, on t'accuse, tu ne peux pas te retrouver. D'abord, des enquêtes nous amènent à... C'est les enquêtes qui te conduisent auprès du procureur de la République. Et si le procureur de la République confirme auprès du juge juge d'instruction, après, maintenant, c'est un procès qui s'ouvre. Alors maintenant, si face à tout ce processus-là, tu te retrouves devant la justice, peut-on encore parler de doute ou alors de supposition ou alors c'est qu'il y a les éléments qui sont avérés? Moi, je pense. Vous pensez qu'il y a des éléments, Oui, Eman Musinga? Oui, moi, je Alors, pense. Nguchi, voilà, Okosisi Baba Nicolo, je vous retrouve très rapidement. Vous êtes là? Affirmatif, camarade. Voilà. Alors, concernant le cas Choguel Maïga, que dites-vous concrètement? Est-ce que Choguel, est-ce qu'il mérite ce qui lui arrive aujourd'hui? Est-ce qu'on peut vraiment considérer Choguel Maïga comme étant un ennemi de l'intérieur? Quelqu'un qui a comploté pour la déstabilisation, qui comploterait pour la déstabilisation de Mali, parce que certains pensent que le procès qui est annoncé est un procès qui vise simplement à l'éliminer tout court du champ politique. Alors, vous voyez, je suis un Africain et lorsqu'on parle de nos pays en tant qu'Africains, on parle d'une équipe que nous supportons. Mais lorsque vous supportez une équipe, ça ne fait pas de vous un joueur. Ça ne fait pas de vous quelqu'un qui appartient au staff technique. Nous sommes dans les tribunes et nous observons. Donc, en tant qu'observateur, je vais donner mon point de vue qui n'a forcément rien à voir avec ce que vivent les joueurs sur le terrain. Je veux être clair. Alors, une question qui est posée, qui est très pragmatique, qui est de savoir, est-ce que je pense que M. Choguel Kokala Maïga, ex-premier ministre du président Assimi Goïta, est un ennemi de l'intérieur ou de l'extérieur? Eh bien, je vais répondre. Vous voyez, nous menons un combat qui utilise les mots. Un combat qui parle au subconscient et à la raison. Mais qui sommes-nous? Nous sommes faits de chair, d'eau et de sang. En tout homme, il y a des réactions raisonnables et il y a des réactions sentimentales. Alors, aujourd'hui, quand on parle de Choguel Kokala Maïga, de quoi nous parlons? D'une réaction raisonnable ou émotionnelle, ne pas dire sentimentale? Eh bien, moi, je vais vous parler d'une relation raisonnable, dû au fait que je suis un observateur. Choguel Kokala Maïga, les Maliens le connaissent. Mais nous, les Africains, panafricains, on ne le connaissait pas. On a connu Choguel Kokala Maïga grâce à l'avènement de la rectification du coup d'État qui a amené Assimi Goïta au pouvoir. Donc nous, de l'extérieur, nous avons eu vent d'un monsieur qui est docteur ou professeur, si je m'abuse, Choguel Kokala Maïga, qu'avec l'avènement du régime Assimi Goïta. Donc, de l'extérieur, est-ce que Choguel a été celui-là qui nous a fait connaître Assimi ou Assimi a été celui-là qui nous a fait connaître Choguel? Moi, je dirais que c'est grâce au groupe d'Assimi Goïta que nous avons connu Choguel Kokala Maïga. Donc, pour nous, l'impact émotionnel, sentimental n'a plus de place. On devient raisonnable. À quel moment nous avons connu Choguel Kokala Maïga? Il était fou. On nous l'a présenté comme étant un civil, un politicien malien, qui a pris fait et cause pour la souveraineté de son pays aux côtés de Assimi Goïta et ses amis. Donc, lorsque nous avons connu Choguel Kokala Maïga, c'était la paix civile
aux côtés de la paix militaire. Mais quel était l'objectif de ces militaires lorsqu'ils venaient prendre le pouvoir? Quel était l'objectif de ce pouvoir? Quel est le résultat que nous avons aujourd'hui? Nous avons compris, avec les médias comme Afrique Média, avec les médias maliens, avec la réaction des autorités maliennes intérieures comme à l'extérieur, que le général Assimi Goïta et ses camarades, que je salue au passage, en avaient marre de ce que l'Afrique soit toujours sous le joug colonial, sous la France-Afrique. Et c'est en connaissance de cause que le premier coup d'État qu'ils avaient concédé à Bandao ne respectait pas les clauses de ce pourquoi ils avaient fait le coup d'État contre Ibeka, qu'ils ont rectifié ce coup d'État en prenant les rênes du pouvoir. Mais quand ils ont pris les rênes du pouvoir, Choguel Kokala Maïga était toujours politicien, il était toujours civil. Il a eu le temps de constater la géopolitique et de voir les pas qu'il posait. Mais il s'est totalement dévoué à cette cause. Choguel Kokala Maïga a été présenté même à l'ONU pour aller défendre le régime qu'aujourd'hui il essaie de critiquer. Alors, quand un homme marche, le président Babo dit il laisse des traces. Choguel Kokala Maïga était l'aile politique, l'aile civile, et Assimi Goïta s'occupait de son groupe de l'aile militaire qui protégeait le pays. L'objectif, c'était quoi? C'était de sortir le Mali de l'ornière du terrorisme. C'est ça le problème. Aujourd'hui, tout le monde parle parce que émotion, tout le monde parle parce qu'il supporte Choguel Kokala Maïga, tout le monde parle pour dire tout et n'importe quoi. Mais aujourd'hui, allons dans une analyse raisonnable. Quel était le point de départ de l'avènement de Assimi Goïta et ses camarades? C'était le terrorisme, qui était mal jugulé, maltraité. Qu'est-ce qu'ils ont traversé avec Choguel Kokala Maïga? C'était un bras de fer contre la France, qui a vu partir des forces onusiennes du Mali, qui a vu une tentative de déstabilisation des 49 mercenaires venus de Côte d'Ivoire aidés par le terroriste Hassan Ouattara. Mais c'est tout. Et retour sur ce plateau, voilà. Okosisi, concernant le président Ouattara, je vous prierai de ne plus le qualifier de terroriste, s'il vous plaît, parce que bon, on n'a pas la preuve. Donc, poursuivez sans cela, s'il vous plaît. D'accord, ça marche. Et qu'aujourd'hui, Choguel Kokala Maïga nous abandonne en plein vol. Mais est-ce que le terrorisme a été écrasé au Mali? Non. Est-ce que les attaques sporadiques des terroristes ont été jugulées contre l'État malien? Non. Est-ce que le Mali est totalement en paix pour jouer le jeu démocratique? Non. Est-ce que les Maliens sont loin de l'inquiétude terroriste? Non. Dans quelle situation se trouve le Mali? Le Mali est en guerre. Le Mali est en guerre entre ses voisins algériens qui, à un moment donné, jouent la carotte et le bâton. Le Mali est en guerre contre pas mal de pays comme le Tchad aujourd'hui, dont on ne connaît pas vraiment la posture claire. Le Mali est en guerre contre un impérialiste qui, depuis longtemps, essaie tant bien que mal de se refaire. Donc, c'est dans cette ambiance-là où, à côté de Choguel Kokala Maïga, Et voilà, on va retrouver Okosisi dans quelques instants. Lui, bien avant que Choguel Kokala Maïga ne parte, déjà présentait des cartes d'incohérence et de refus de la démarche des militaires. Donc, l'un dans l'autre, où sont-ils? Où vivent-ils? Ils vivent au Mali. Ils sont en interne au Mali. Est-ce qu'ils sont extérieurs au Mali? Non, ils sont en interne. Donc, pour moi, Choguel Kokala Maïga a laissé le navire en plein vol. Maintenant, est-ce que c'est un ennemi? Mais lorsque vous marchez contre courant de ce que vous-même avez aidé à bâtir, qu'est-ce que vous devenez? Un traître. Vous devenez un traître. Et je vous le dis scientifiquement. Si vous et moi, on a décidé de prendre un navire, d'aller à bon port, dans un navire, il y a un seul capitaine. Choguel avait concédé le capitana à qui? Assimi Goïta. Qui était le capitaine du bateau quand Choguel Kokala était le premier ministre? C'était Assimi Goïta. Pourquoi Choguel Kokala Maïga a accepté d'être dans le navire? Parce que pour lui, l'objectif c'était d'avoir la souveraineté. Pour lui, l'objectif était de défaire le Mali du terrorisme. Est-ce que les deux objectifs ont été atteints? Non. Le Mali vient avec l'AES de créer leur passeport de la Confédération. Ils viennent de créer leur hymne national. Ils viennent de créer leur armée de la Confédération. Ils sont en train de tout faire pour battre monnaie. Ils n'ont pas encore fini.
Ils n'ont pas encore fini. Donc, pour moi, Choguel Kokala Maïga, aujourd'hui, dès l'instant où il décide de vouloir refaire la politique politicienne, alors que pour qu'il y ait politique au Mali, il faut qu'il y ait la quiétude, il faut qu'il y ait la paix, il faut que le Mali soit totalement sûr qu'en revisitant les textes constitutionnels, en ficelant totalement la sécurité, en ficelant le jeu politique, en ficelant l'économie, en ficelant avec des partenaires sûrs, le Mali est à l'abri de toute déstabilisation. Puisque Choguel nous a dit que le serpent ne dort pas, il est encore vivant, il faut que les Maliens soient soudés et que les Maliens soient optimistes parce que le Mali va se battre. Qu'il préfère vivre, comment il a dit, cette expression qui a repris à Saint-Fulé, il préfère vivre en homme libre que d'être, je ne sais pas quoi là. Bref. Donc, je vais résumer ce que je veux dire. Est-ce que Choguel Kokala Maïga est un ennemi en interne? Choguel Kokala Maïga a débuté un navire et le navire a concédé le capitaine à Assimi Goïta. Est-ce qu'Assimi Goïta a trahi? Non. Le combat dans lequel Choguel et Assimi Goïta se sont donné la main était un combat de sécurité, un combat de souveraineté et un combat de rehausser le Mali loin de la France-Afrique. Est-ce qu'ils ont atteint leur objectif? Non. C'est dans ce courant-là que Choguel Kokala Maïga a décidé de quitter le navire et de critiquer, de se faire harakiri. À partir de cet instant, oui, Choguel Kokala Maïga peut être considéré comme un ennemi interne. Parce que sa posture, sa position peut permettre à tout ennemi du Mali d'avoir accès à ceux qui sont en train aujourd'hui, qui l'ont accompagné à se mettre là. Donc pour moi, c'est ça d'emballage. Choguel Kokala Maïga, dans sa posture politique, sans tenir compte du vœu de sécurité, sans tenir compte du pacte de souveraineté, est aujourd'hui en train de ramer compte courant de l'objectif que lui-même nous a fait languir dessus. Donc pour moi, c'est ça d'emballage. S'il est arrêté, c'est une bonne chose, ça va protéger le Mali, ça va protéger tout le Malien de ce genre de personnes comme Choguel Kokala Maïga qui pensent qu'il n'y a que la politique politicienne, alors que qui parle de politique, on voit comment les politiciens se comportent aujourd'hui. On voit la géopolitique. On voit comment ils se comportent même en Europe, avec la Russie, avec l'Ukraine. On voit comment ils se comportent quand il s'agit des pays africains. Donc pour moi, Choguel Kokala Maïga doit être mené loin et il doit être gardé à vue jusqu'à ce que le Mali soit de l'ordre. Il doit être gardé à vue, qu'importe qu'il y ait eu détournement ou pas, simplement parce qu'il faudrait que le Mali reste, que l'exécutif malien continue à avoir les coups des franches pour terminer le projet qui est en cours, qui est celui d'abord de la restauration de la sûreté sur l'ensemble du territoire malien et aussi. Mais Guy, oui. si tu permets, Oui. on va continuer le débat, mais je voulais même dire que même l'imam Diko doit aussi être gardé à vue. C'est les deux personnes, il faut qu'on les surveille. Voilà, maintenant vous arrivez à l'imam Diko et on se pose la question, est-ce que réellement ce sont des oppositions internes qui sont ici, que l'on traque, ou alors ce sont des personnes qui auraient violé la loi? Herman, oui. Ben moi je disais, justement, il a pleinement raison, parce que ne parlons pas seulement des biens. Parce qu'il est reproché à Choguel Maïga de détournement des biens et faux et usage de faux, selon certaines sources en interne du dossier. Moi, au niveau du Mali, d'après les informations que j'ai. Donc, quand tous ces éléments sont brandis, on a toujours tendance à croire que non, en Afrique, ça n'existe pas. Mais justement, mais souvenez-vous très bien, à un moment donné, le Premier ministre s'est retourné contre la transition. Lui, justement, comme mon frère d'Abidjan le disait tout à l'heure, lui qui a été façonné et fabriqué par Assimi Goïta, justement, à un moment donné, s'est retrouvé contre la transition. Il a commencé à traiter la transition de tout le nom en leur demandant en 2024 de pouvoir laisser le pouvoir, d'abandonner le pouvoir aux civils, alors que le Mali était dans une situation de sécurité très précaire et approximative même. Mais il n'a cessé, à cette période-là, il n'a cessé de dire non, il est temps, il faut abandonner le pouvoir. Mais à partir de ce moment-là, ce type d'individu, alors que aucune stabilité n'est encore acquise au niveau du Mali, qui commence à demander à la transition d'abandonner le pouvoir, mais vous pensez qu'il est quoi? En définitive, il devient un ennemi interne. Il devient un ennemi interne. Et comme l'Africain a un problème, a un souci majeur avec l'argent, on sait toujours que quand on a certains avantages, alors à partir de ce moment, on s'accapare de tout et on ne sait même plus où mettre la tête. Et surtout, en qualité d'homme politique et civil, il était convaincu qu'après la transition, automatiquement, il prendra le pouvoir. Donc, ce qui lui est reproché aujourd'hui, à savoir le détournement des biens, faux et usage de faux, ça ne me surprend pas.
Et faisons confiance, et je le dis, j'insiste, faisons confiance à la justice africaine parce qu'elle sait également être transparente. Et ces éléments qui sont brandis ici, mais pour quelqu'un qui aspire à une carrière politique hautement placée, comme arriver à la magistrature suprême, quand il commençait déjà à demander aux militaires de laisser le pouvoir et qu'il il fallait que le pouvoir revienne aux civils, ce n'est que logique qu'il avait déjà magasiné pour lui parce que la campagne électorale en Afrique, on sait que même les partis politiques d'opposition, les militants même de l'opposition ne sont pas à même de contribuer ou de cotiser pour l'élection d'un président de la République. Donc, quand tu aspires à la présidence d'un parti politique et qu'il soit populaire et populeux, alors il faut avoir des moyens également dans ses poches. À partir du moment où on les a pas, où va-t-on les chercher? Automatiquement, si on est hautement placé, on s'approprie beaucoup de moyens et on se retrouve dans une situation de fraude, de détournement. On se retrouve face à des situations critiques qui automatiquement nous mettrons face à nos réalités. Et moi, je dis, face à la justice, aujourd'hui, je ne doute pas. Il a prouvé à un moment donné, parce qu'il a été, comme l'autre le disait, il a été façonné par Assimi Goïta parce que nous ne le connaissions pas. Et rappelons-nous que tout ce qu'il a eu à faire, il a bénéficié du soutien d'Assimi Goïta. Tout ce qu'il a eu à dire, qui a amené les Africains à croire en lui à un moment donné, et même au peuple malien, oui, c'est parce que Assimi lui a demandé, ou alors que le gouvernement de transition lui avait demandé d'occuper cette fonction et de pouvoir agir en faveur du continent africain. Alors quand il se retrouve donc face à une situation où, à un moment donné, il commence à dire, mais il faut laisser le pouvoir, pourquoi ne l'a-t-il pas demandé depuis? Pourquoi en 2024, il se lève, il dit, bon, parce qu'il savait qu'il avait déjà ses moyens et qu'une fois la transition abandonne le pouvoir, allez, il a la possibilité, compte tenu des moyens qu'il avait, pour pouvoir gagner l'élection présidentielle, arriver à la magistrature suprême. Alors, était-ce une bonne solution? Peut-on croire en ce que ceux-là même qui accompagnent les différents gouvernements de transition peuvent être des hommes sincères et propres? Ah, that is the question. Mais moi, je dis, faisons confiance à la justice et continuons à faire confiance à la justice du Mali. Il faut aussi rappeler, Herman, que Choguel n'est pas n'importe qui, Choguel Maïga. On ne peut pas affirmer littéralement qu'on ne le connaît pas. Peut-être qu'on ne le connaissait pas dans la galaxie panafricaniste, oui, c'est-à-dire avec des prises de position très pro-souveraineté ou alors vraiment orientées contre vers la libération. Voilà, l'impérialisme. Oui. Choguel Maïga, il est là depuis fort longtemps dans l'appareil gouvernemental malien. Il est opposant. Il a été plusieurs fois ministre de l'économie numérique, de l'information, de la communication, porte-parole du gouvernement. Ça, c'était de 2015 à 2016. Il a notamment été ministre de l'Industrie et du Commerce. Alors, Okosisi, j'aurais une question pour vous. Est-ce que c'est un crime d'avoir de l'ambition? Est-ce que c'est un crime de penser autrement? De vouloir, par exemple, être président de la République quand on a brillé. L'ambition à tout prix est amorale. Et amorale. Si on est ambitieux, qu'on doit assassiner ses enfants pour être ambitieux, pour atteindre son objectif, est-ce que c'est un crime? Vous voyez, je vais vous dire une chose. Tout à l'heure, vous avez dit que Choguel était connu. Nous avons connu Afrique Média avec Guy Fondon. Et après Guy Fondon, beaucoup de journalistes sont venus, qui ont été pilotés par vous. Aujourd'hui, Herman... il y en avait avant moi également. Oui. Bien sûr, mais quand vous arrivez à mettre votre marque, vous voyez, Dieu donne à chaque personne son charisme. Et ça marque. Quand vous parlez d'Afrique Média aujourd'hui, on va vous citer les journalistes d'Afrique Média dans n'importe quel village, vous en ferez partie. Mais avec sont partis sans laisser de charisme ni de nom. Vous voyez. Donc aujourd'hui, quand on parle d'Afrique Média, on parle de Guy Fondon. Quand on parle de Guy Fondon, on parle d'Afrique Média. Mais entre Assimi Goïta et Choguel Maïga, je parle de façon externe. C'est pour ça que j'ai pris la peine de le préciser. Nous qui sommes des Africains voisins et que nous regardons ce qui se passe de façon géopolitique de nos frères, parce que ça nous implique à nous, quel regard on a, à quel moment on commence à avoir le match, qu'on est dans les tribunes. Mais on était dans les tribunes du Mali avec cette histoire de coup d'État, avec cette histoire de panafricanisme, avec cette histoire de l'AES. Mais quand ça s'est présenté là, quels étaient ceux qui étaient en avant? C'est ça que je parle. Mais c'est ceux qui étaient en avant qui nous veulent connaître Choguel Maïga. Oui, les Maliens le connaissent, c'est vrai. C'est pour ça que je vous parle de ceux qui jouent dans le terrain et ceux qui jouent hors du terrain. Les Maliens le connaissent, c'est leur pays. Mais nous autres, on ne le connaissait pas.
Et c'est nous qui parlons aujourd'hui, c'est nous qui parlons de ce qui se passe. Donc on ne peut pas se substituer aux Maliens pour dire ce qu'on ne pense pas et qui n'est pas vrai. Maintenant, revenons à la question que vous posez. Est-ce que c'est un crime d'avoir des objectifs, d'avoir des intentions, pardon, comment dirais-je, des ambitions. Des ambitions. De l'ambition, oui. Non, non, dites dans une phrase comme ça, ce n'est pas un crime d'avoir de l'ambition, c'est une bonne chose. Tout le monde a une ambition, tout le monde a un rêve, tout le monde a un objectif. Mais parce que moi je rêve d'être ministre, je vais tuer tout le monde. Ça devient un crime. Parce que moi je rêve de construire mon petit Nganda, je vais assassiner ma mère, c'est un crime. Toute ambition de façon démesurée, nulle. Et je pense que l'ambition de Choguel Maïga, à ce moment-là, dans l'ambiance où il exprime son ambition, est démesurée et a un mauvais timing. Mais écoutez, mais Choguel Maïga et puis le régime militaire, il vient de loin. Hein? Rappelez-vous. Rappelez-vous le premier discours de Choguel Maïga à l'ONU. Rappelez-vous. Rappelez-vous ce qu'il a dû subir. Ses comptes ont été gelés. Choguel Maïga ils ont mis son nom sur la liste noire, mais ça cause de quoi? Il a toujours été politicien, non? Est-ce qu'à ce moment-là, il a mis son nom sur la liste noire? Non. Il a toujours été politicien. Est-ce qu'il a une fois été à l'ONU pour aller faire un discours pour le régime? Non. Il a toujours été politicien. Est-ce qu'il a une fois été plébiscité autant par les Africains? Non. À quel moment il a commencé à briller de mille feux? Au moment où il y a eu un régime au Mali qui a parlé de liberté totale, qui a parlé de chasser le terrorisme, qui a parlé de panafricanisme, qui a parlé de rompre les contrats avec la France. Au moment où il y a eu ce régime-là qui a rectifié un coup d'État qui était bouffé par Bendao, où il était sur le Kamanga, on ne le connaissait pas. Tout ce qu'il a, il le doit à Assimi Goïta et ses camarades. Tout ce qu'il a, il le doit au combat de la population malienne, de la jeunesse malienne, des femmes, des hommes maliens. Tout ce qu'il a, il ne le doit pas à son parti, je suis désolé. Tout ce que Choguel Kokala Maïga est aujourd'hui dans le cœur des Africains, il le doit à cette lutte pour libérer le Mali. Donc entre lui et la population malienne, entre lui et la critique du Mali, entre lui et la libération du Mali, entre lui et la souveraineté du Mali, entre lui et le Mali qui arrive aujourd'hui dans la sphère des nations, le Mali qui rencontre les grands comme Poutine, le Mali qui rencontre les grands de ce monde, le Mali qui est à l'ONU qui prend la parole, entre lui et ceux-là. Qui a fait quoi pour que lui soit tellement ambitieux que cela ne compte plus? Je suis désolé. Quand Choguel Kokala Maïga disait aux Français qu'ils les ont abandonnés en plein vol, c'était à quelle occasion? C'était pourquoi? C'était pour quel objectif? Donc quand aujourd'hui Choguel Kokala Maïga vient dire qu'on doit le mettre au pouvoir aux politiciens, c'est de la mauvaise foi. C'est un traître. C'est quelqu'un qui nous a tous trahis. Mais moi, Choguel Kokala Maïga, mais c'était une idole pour moi. Tout le monde, les gens peuvent même peut-être se retourner de me voir parler comme ça de lui. Sa manière de prendre les paroles, ses envolées lyriques, le fait qu'il n'ait pas peur, il dit des trucs au fond et clair. Il dit voilà un garçon. Mais à quel moment je l'ai adopté? Dans le cadre de la souveraineté du Mali, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, dans le cadre de l'indépendance totale du Mali, de la France, chose que nous, en Côte d'Ivoire, n'avons pas eu la chance de faire. C'est dans le cadre de ce combat-là, avec sa paire, lui, le civil, et le groupe au pouvoir, que nous avons adoubé à Choguel Kokala Maïga. Il n'est rien. Il n'est rien sans le Mali. Naturellement, c'est un Malien. Mais il n'aurait rien été dans le cœur des Africains sans l'avènement d'Assimi Goïta et ses camarades. Sans le soulèvement des Maliens. Choguel Kokala Maïga, ce n'est personne, en fait. Non, les gars, ce sont des gens. C'est qui Choguel Kokala Maïga? Mais il a toujours existé. Il s'est toujours appelé Choguel Kokala Maïga. Il a toujours été docteur professeur, il a toujours été politicien. À quel moment son apogée a commencé à briller? Au moment où il y a eu la transition malienne. Mais pourquoi lui aujourd'hui, il peut intimer l'ordre ou souhaiter ou marcher contre courant de ce que lui-même il a construit? Choguel Kokala Maïga, n'est-ce pas lui qui disait aux Maliens de rester soudés, de rester unis, que même si le Mali doit tomber, le Mali va tomber? Quand le Mali prenait les sanctions venant de l'ONU, manipulées par Ouattara, qui était celui qui galvanisait le Mali et les Maliens? Quand l'Union africaine donnait dos au Mali, qui était le civil qui haranguait les foules? Quand il y avait des grandes manifestations avec Ben Le Cerveau, que je salue au passage, qui aujourd'hui malheureusement est dans une position que je ne vais pas commenter, qui est-ce qui donnait de l'espoir aux politiques? Les politiciens maliens criaient. Qui est-ce qui parlait? Quand Boubou Cissé voulait déstabiliser le Mali et aller s'associer avec les écoutes avec Alassane Dramane Ouattara, qui est-ce qui est monté au créneau? C'est Choguel Kokala Maïga. Mais il nous a abandonné en plein vol. À cause de quelle ambition? Lui, son ambition, son jeu politique,
le fait que le Mali soit présenté comme un pays démocratique est plus important qu'avoir sa souveraineté. Quelqu'un qui cherche une souveraineté pour son pays et quelqu'un qui cherche à faire le jeu politique-politicien, qui est raisonnable. Moi, je salue la transition malienne. Je salue la fermeté du président Assimi Goïta et ses amis. Je salue le combat qu'il mène parce que le Mali n'est pas encore débarrassé des terroristes. Le Mali n'est pas encore souverain. Le Mali n'est pas encore loin. Et mieux, le Mali vient aujourd'hui de se donner la main avec d'autres pays. Donc tout cela, Choguel va faire quoi? Mais au Mali, au Burkina, là, le premier ministre Tambélé ou de Tambéla, il a été enlevé, on l'a mis dans un autre rôle. Vous ne l'avez jamais entendu? Jamais entendu. Il y a des civils aussi qui veulent être politiciens. Jamais on les a entendus. Donc au Mali, il n'y a que Choguel Kola Maïga qui connaissent la politique. Regardez la démocratie. On parle de politique et démocratie. Regardez dans le monde entier. Regardez ce qu'ils font à la Côte d'Ivoire. Regardez comment eux-mêmes, des hommes politiques grands de ce monde, les ont laissés malmenés avec des embargos qui n'ont pas de sens, avec des manières de les oxy politiquement. Regardez comment le monde entier s'est détourné d'eux. Il veut faire quelle politique? Quelle politique il veut faire? Et puis le Mali ne peut pas avoir sa liberté, sa souveraineté. C'est quelle politique il veut faire? Et puis il est pressé de bouger son pays dans la crise. Mais ce qu'il est en train de faire là, ça peut créer la crise au Mali. Il ne sait pas ça. Le Mali a des ennemis qui sont les terroristes. Lui maintenant il veut créer des ennemis dans la population contre le Mali. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Choguel Kola Maïga doit rester où il est. Prochainement, il va peser entre lui, sa personne, son parti politique et la souveraineté de son État. Et c'est dans ça que le Mali aujourd'hui, avec Assimi Goïta, est. C'est pour la souveraineté du peuple que le Mali aujourd'hui se bat contre le terrorisme. Et chacun ne voit pas qu'on attaque des postes maliens, il ne voit pas. Donc pour moi, le fait d'avoir une ambition n'est pas un crime. Mais une ambition démesurée, oui, est un crime. Parce que ce n'est pas pour une ambition qu'on va sacrifier tout un pays qui aujourd'hui est arrivé à l'honneur, qui a un idéal, une idéologie. C'est ce que je voulais dire. Et je voulais m'excuser, Guy, de me retirer une quinzaine de minutes, s'il te plaît. Je reviens vous prendre en marche. Merci à vous. Alors, on va poursuivre avec d'autres interrogations, parce qu'il n'y a pas que le cas Choguel Maïga qui pousse les gens à penser, à poser la question qui se retrouve dans la thématique que vous avez au bas de votre écran. Il y a également, Herman Musinga, les interpellations, plus d'une cinquantaine d'arrestations au sein de l'armée. Un communiqué qui a été lu à la télévision dans lequel on accuse les personnes qui ont été interpellées de comploter contre l'État malien, de préparer une déstabilisation, de connivence avec des forces étrangères. D'ailleurs, un ressortissant français a été interpellé dans la même dynamique. Alors maintenant, on va parler des cas. Donc, parmi ces 50 arrêtés, il y a surtout deux hauts gradés de l'armée, le général Abbas Dembélé et le général Nema Sagara, qui est une femme. On va voir les photos dans quelques instants. Alors, on parle d'interpellation préventive, c'est-à-dire qu'une opération qui a été arrêtée, des interpellations visant à faire capoter un complot qui était en préparation. Alors, on a du mal à voir du concret, du factuel. Pour sortir même du cas de Choguel Maïga, l'ancien Premier ministre, il faut le dire, il faut le préciser, que Choguel Maïga n'a pas été interpellé seul. Il y a 8 personnes qui ont été, 8 de ses collaborateurs qui ont été également entendus et qui sont gardés à vue. Il faut le préciser que quand on parle des biens, des détournements des biens publics, alors ce n'est pas que Choguel Maïga a été pêché seul, mais il y a 8 de ses collaborateurs qui sont également gardés à vue. Donc ça, c'est la précision que je voulais apporter. Quand on accuse Choguel Maïga de malversation financière, il faut qu'on essaie de comprendre qu'en dehors de lui, ses collaborateurs sont également entendus et gardés à vue. Alors maintenant, quand je l'ai dit, je reviens sur le cas des interpellations. On ne peut pas dire... Il y a le général, je pense qu'il y a 2 généraux. Qui font également partie des 50 interpellations, et parmi lesquels il y a un agent des services de renseignement de la France qui est également interpellé, chez qui on a découvert pratiquement 5 milliards de francs CFA. Dont on a découvert, je ne sais pas si vous avez également l'information. Je me permets également d'envoyer mes salutations au San Konaté, qui est mon frère, qui est un frère malien, qui se trouve au Mali, journaliste. Alors, je veux dire que les Africains, et particulièrement l'AES, ne doivent pas dormir. C'est comme tout récemment, j'ai cru entendre, je vais faire une petite parenthèse, j'ai cru entendre que le Maroc, il y a eu un émissaire marocain qui a été reçu au Burkina Faso.
j'ai dit non, c'est pas possible. Le Burkina Faso ne doit pas s'aligner ou alors se retrouver aux côtés des pays comme le Maroc. Non, c'est pas bon signe ça. Alors, vous savez, ces gens-là ne dorment pas. Et puis, à partir du moment où tout est avéré, parce que cette situation d'interpellation de près de 50 personnes, comme vous dites là, c'est une situation qui a été suivie pendant des mois par le gouvernement malien, par la transition malienne. Il faut le préciser. Si on arrive à la phase d'interpellation aujourd'hui, mais c'est depuis pratiquement 4 mois que tout ce groupe-là a été sous surveillance. Il faut le préciser. Pendant des mois, il fallait avoir des éléments. Et demain ou après-demain, quand ils vont se retrouver au tribunal militaire, on dira non, c'est à tête chercheuse. Non. Et pourtant, je vous dis de source sûre et bien introduite que ces gens ont été filés depuis plus de 4 mois. Chaque jour, tous les faits et gestes, toutes les communications, sans qu'ils ne le sachent, ils étaient déjà épiés, minute by minute. Mais il fallait réunir tous les éléments. Donc quand on arrive aujourd'hui à la présentation de ceux-là, c'est parce qu'on a compris qu'on avait déjà pratiquement tous les outils qui nous amènent qui amènent le gouvernement de transition à les présenter aujourd'hui, à leur dire voilà à dire au peuple et aux Africains voilà les hommes qui voulaient pratiquement trahir le continent. Et moi je dis, je suis au courant de cette actualité depuis pratiquement 2 à 3 mois. Ces gens ce coup qui était en préparation. Et il s'agit du même coup. C'est pas seulement le Mali, hein. Les mêmes ennemis internes existent, même au Burkina Faso, même au Niger. Il faut qu'on le sache. C'est-à-dire que les Occidentaux ne dorment pas. Et quand on sait qui est en face, quelles sont ses méthodes, comment on est arrivé à retrouver l'Afrique pratiquement au bas de l'échelle du monde aujourd'hui, de la planète. Mais ce sont les mêmes formulations, ce sont les mêmes concepts. Alors, on ne doit pas croire que ce qu'on nous dit aujourd'hui sur tel ou tel autre, c'est une invention, non. Mais ceux qui sont même au pouvoir, ceux qui dirigent la transition au Mali, savent qu'ils ne doivent pas dormir sur les lauriers. Ils comprennent, ils savent que l'ennemi ne dort pas. Et que chaque jour, ils doivent rester éveillés. Même s'ils doivent dormir, c'est avec un seul œil. Donc moi je dis, je ne suis pas surpris et je sais que la communauté malienne doit rester en éveil à tout moment parce que l'ennemi essaie toujours de cogiter des plans, concocter des menus qui pourront amener le peuple malien à faiblir. Le gouvernement de transition, lui, ne faiblira pas parce qu'il reste fort, il reste debout. Mais le peuple doit également garder son courage, sa détermination et même la volonté de rester toujours actif pour le réveil du Mali. Donc moi je ne suis pas surpris, Guy Fondop, je ne suis pas surpris. Et moi je suis cette actualité depuis pratiquement 2 mois aujourd'hui, voire plus, où il a été question de réunir tous les éléments avant de procéder à l'interpellation et à la présentation de ces acteurs-là comme les ennemis internes du Mali. Okosisi, vous êtes là, Baba Nicolo? Et donc, on va retrouver Okosisi. Oui, vous êtes là, Okosisi? 5 sur 5. Voilà. Et tout à l'heure, on a fini de parler du cas Shogun Maïga. On va maintenant aborder les autres arrestations qui font parler, à savoir les 50 éléments des forces armées et aussi un ressortissant français interpellé dans le cadre d'un autre complot qui aurait été déjoué toujours contre les institutions de la République du Mali. Et là, on cite des noms de militaires très bien connus et même d'ailleurs respectés sur le territoire malien. Abbas Dembélé, quand même, dont l'engagement pour la stabilité du Mali et notamment la lutte, son engagement au sein de la lutte actuelle n'est pas à démontrer. Alors, pour lui, que dites-vous concrètement, pour lui? Alors, j'espère que vous m'entendez. Là, je cherche un élément, voilà, que je vais vous lire ici. Cet élément que je vais vous lire, je l'ai pris sur un média qui est la source qu'on appelle Étoile Rouge TV. Eh bien, si vous me permettez, je vais lire. Oui, Étoile allez-y. Rouge TV
qui est la source de ce que je vais lire, l'impute au président Assimi Goïta. Je n'ai rien pour vérifier, mais j'ai pris cet élément sur étoile.rouge qui l'impute au président Assimi Goïta. Qu'est-ce que le président Assimi Goïta dit concernant l'actualité de ces arrestations? Il dit ceci, selon l'élément que j'ai pris sur étoile.rouge. Il dit je demande à mes frères et sœurs maliens d'éviter ou d'essayer de nous tester. Ces propos sont allégés au président Assimi Goïta, je vous le dis simplement. Il dit je demande à mes frères et sœurs maliens d'éviter ou d'essayer de nous déstabiliser. Nous, si on voulait la belle vie ou l'argent ou le pouvoir, on allait accepter les offres des Occidentaux. On était au courant de tout depuis le début. Et cela faisait 3 mois qu'on suivait étape par étape chaque personne infiltrée ou qui avait sa bouche dans cette affaire de renversement du pouvoir. Ce que nous n'avons pas compris, le pays a tout fait pour Nema Sangara. Grade, gloire, respect. Le pays a tout fait pour Abbas Dambélé. Grade, gloire, respect. Et il avait une nouvelle nomination qui attendait Abbas très bientôt. Pour les autres, je n'en parlerai pas, car ce sont ces 2 noms que les gens remarqueront plus. Je ne peux plus comprendre que des hauts cadres du Mali vont avoir la force de faire confiance à des gens comme Mali Konaté et Serge Daniel qui ont été chargés de se déplacer discrètement dans les pays voisins et manipuler des cadres du Mali en passant des informations de bouche à oreille. Il était le plus informé et pensait que ce coup d'État n'allait pas rater à tout prix. Dans ces derniers temps, vous avez remarqué l'OTAN s'est installée à la frontière Sénégal-Mali, à la frontière Côte d'Ivoire-Mali, à la frontière Guinée-Mali. Si ce coup avait réussi, ce sont des gens qui allaient attaquer nos partenaires russes à l'intérieur du Mali. Et le pays voisin qui organisera ces élections bientôt, il fait allusion à la Côte d'Ivoire, était très content parce que lorsque le coup d'État allait réussir, il n'aurait pas d'élection chez le voisin et il sera président directeur. Nous, on était informés de tout et on observait, car pour nous, ni Nema Sangara, ni Abbas ou les autres ne seraient capables d'aider les Occidentaux pour nous renverser. On ne pouvait croire ni imaginer. C'est pourquoi, quand ils ont appris que Nema Sangara a été appelé pour des interrogations, avant notre arrivée, Nema Sangara les avait informés de supprimer tous les messages. Malheureusement, pour eux, on a pu restaurer les données. Nous avons gardé l'information secrète afin de vérifier les sources. Malheureusement, eux-mêmes, ils ont partagé les informations avant nous et ils ont commencé à citer des noms. C'est la preuve qu'ils ne sont pas du tout professionnels. Ils se sont dit qu'en publiant ces informations, il y aurait des révoltes dans le camp militaire. Ils ont oublié que les éléments sur le terrain n'avaient aucun motif de trouble, ni à la gendarmerie, ni ailleurs. Nous avions une liste et Abbas était dans la liste. Mais nous n'avons pas appelé Abbas brusquement. Il fallait qu'on soit sûr. Ensuite, avant qu'on aille chercher Abbas, ils ont mis sur les réseaux sociaux d'Abbas qu'Abbas avait été arrêté. Eux-mêmes, ils ont anticipé, ils ont publié parce qu'ils avaient l'information qui était partie de nous qu'ils allaient arrêter Abbas. Donc, ils ont mis l'information sur les réseaux sociaux. Au moment où on a tracé la personne qui les a informés et on l'a arrêté, il était dans la liste de ceux que vous avez vus à la télévision. Soyez sûrs d'une chose, il y a des noms qui ont été cités juste pour que le peuple se soulève. Sinon, ils ne sont pas avec eux. On connaissait les coupables déjà et on voulait juste être sûr à 100%. Je pense que c'est quand on est maudit qu'on peut avoir ou mériter une fin comme pour eux vraiment. Mais mon peuple, restons soudés, car je ne sais pas pourquoi un coup d'État. Où sont tous? On sait tous que même si nous tombons, aucun pays occidental ne respectera le Malien lambda jusqu'à la mort. Le peuple a décidé de suivre la vérité en disant ce que l'homme blanc ne voulait pas entendre.
en le traitant de ce qu'il mérite. Et nous suivons en chassant les pensées des Occidentaux avec la fierté. Et aujourd'hui, si vous voulez renverser tout, si vous voulez renverser pour ces Occidentaux et pour le peuple qui souffre, quelle déception de votre part. Nous sommes l'AES. Pour nous faire tomber, il faudra faire tomber 3 pays et leur peuple. Alors, quand je finis de dire ça, ce que je veux dire à la question que vous posez, il est simple. Vous dites que les noms qu'ils ont cités, pour vous, est-ce que ces noms sont fondés? Est-ce que ces noms devaient être là? Mais le président Assimi Goïta, avec ce message qui lui est allégué, je ne confirme pas. Je n'ai pas eu la source pour vérifier, mais ça a été publié sur le net par Média.Rouge TV. Voilà. Donc, je concède à ce média qui est malien cet article. Lorsqu'on lit cet article, on comprend aisément le gène du président Assimi Goïta, puisque c'est lui qui est le leader, de noms comme le nom de monsieur, madame Sangara et de monsieur, l'autre, j'ai oublié son nom. Alors, le président explique ici aux Maliens, selon ce que je viens de vous lire, qu'ils ont pris le temps depuis longtemps, comme l'a dit mon compatriote Mamoussy Herman, de vérifier les informations. Ils ne sont pas levés un matin pour aller arrêter les gens. Ils ont pris la peine de vérifier, de pister, de suivre, d'analyser, d'aller jusqu'à être sûr que ce n'est pas des informations erronées. Malgré que leur réseau de renseignement est efficace. Mais ils ont mis en doute cette efficacité. C'est pour ça que je vous ai parlé qu'en toute chose, l'homme est fait d'émotions et l'homme est fait des raisons. On est émotionnel en faisant une position par rapport à un problème et on est raisonnable par rapport à une position par rapport à un problème. Et nous, en tant que non-maliens qui observons, nous avons besoin d'avoir toute la lucidité. Nous avons besoin d'avoir tous nos sens raisonnables pour pouvoir passer ce message, pour ne pas empiéter sur l'émotion ou bien la raison de la population malienne. En tant que des observateurs dans les tribunes et le Mali qui joue le match, on doit être on doit faire beaucoup de tact pour que le message passe. Donc, ce que je dis ici, allégué au président Assimi Goïta, c'est qu'il y a longtemps qu'ils ont appris cette information, qu'il y avait un projet de déstabilisation. Mais ils ne se sont pas levés comme des revanchards. Ils ne sont pas levés comme des gens émotionnels. Pour aller les arrêter, ils ont pris la peine de vérifier parce qu'il y a des noms qui gênaient. Madame Nema Sangara et l'autre. Et c'est un nom. Mais mieux, ce qu'il dit, c'est que dans ces informations, il y a des civils qui, pour éviter qu'on les attrape, faisaient des voyages entre les pays voisins et dans les pays voisins. Et la Côte d'Ivoire, qu'il a implicitement cité, est un pays qui va faire les élections. En Côte d'Ivoire, tout le monde sait. Boubou Sissi, il est là-bas. Karim Ouattara, il est là-bas. M. Naïma, M. Nema, ou comment je peux appeler, qui s'est autoprogrammé président, il est là-bas. Et plein de personnes. Non seulement les opposants maliens sont en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ils ont pris des cartes RDR de l'organisation terroriste, le RDR, de M. Alassane Ouattara. Ils sont dans les meetings du RDR, ils ne s'en cachent pas. Deuxièmement, au Burkina Faso, les Damiba et consorts qui ont pris le Burkina sont en Côte d'Ivoire, ils sont accueillis, ils sont logés, ils sont blanchis, les gens comme Blaise Compaoré. Même l'imam Ould Chafi, terroriste reconnu sur le plan africain par tous les négociateurs, est en Côte d'Ivoire. Il y a même au Niger, quand ça chauffait, c'est la Côte d'Ivoire qui l'a envoyé des soldats pour déstabiliser le Niger. Donc, tout le monde se retrouve en Côte d'Ivoire comme étant l'Eldorado de ceux qui essaient de déstabiliser l'AES. Et aujourd'hui, le président Assimi Goïta, par rapport au message allégué qu'on lui vous, dit ceci, que nous sommes informés. Nous n'avons pas cru parce que c'est nos camarades, c'est nos amis, c'est des patriotes maliens, c'est des gens avec lesquels on travaille. On ne peut pas imaginer qu'ils fassent ça. Mais malheureusement, c'est des faits. Ce n'est pas parce que j'aime quelqu'un que je vais trahir mon pays. Mais il aime Mme Sangara, il aime tous ses compatriotes, ils sont amis, ils sont frères d'armes. Mais on parle du pays. Quand on parle du pays, là, on agit en homme d'État. On parle de la souveraineté du Mali. Hein. On parle de la liberté du Mali. On parle d'un combat de longue haleine. Ce n'est pas parce que je suis ami à Mme Sangara ou bien aux autres. Ce n'est pas parce que je suis Assimi Goïta, on s'est battu, on a souffert ensemble, qu'aujourd'hui, ce combat commun, je vais laisser un monsieur comme Choguel Karamaïga, un autre qui s'appelle l'imam Diko ou des militaires venir piétiner le travail qu'on a fait. Non. À un moment donné, il faut laisser les émotions de côté. Il faut être raisonnable. Le patriotisme, là, ça demande des sacrifices.
Si ceux-là, aujourd'hui, ont des présomptions d'innocence, mais on va les voir. Si ceux-là sont coupables, mais ils seront jugés. Si ceux-là veulent déstabiliser le Mali, c'est pas parce que moi, je suis Assimi Goïta, c'est mes amis, que je vais croiser les bras. Non, à ce moment, Assimi Goïta aurait trahi. Donc, pour vous répondre simplement, camarade Guy Fondon, qu'est-ce que je parle de ceux qu'ils ont nommément cités? Mais c'est des faits. Force à la loi. C'est des faits. C'est eux qui sont associés à des complotistes. C'est eux qui ont lâché l'avion en plein vol comme Choguel Karam Maïga. C'est eux qui ont décidé que ce qu'ils ont vomi, ils mangent. S'ils ont vomi la France, aujourd'hui ils veulent manger la France. Comment vous voulez qu'on fasse confiance à des gens comme ça? Et aujourd'hui, si le président Assimi Goïta et ses camarades ont décidé de les arrêter, c'est parce qu'ils ont toutes les preuves pour ne pas se trahir eux-mêmes. Parce que le Mali va leur poser les questions. Les Maliens, l'Assemblée nationale malienne, la population malienne qui s'est levée pour se battre, va poser des questions. Mais il faut qu'ils aient des arguments tangibles, solides. Ils ne peuvent pas se lever comme ça, aller monter des coups. Non, ce n'est pas possible. Donc pour moi, ces noms qui sont cités ont été présentés comme étant des gens qui sont supposés être coupables. Je dis qu'ils sont supposés être coupables. Mais la justice va faire son travail. Mais il est très important que les gens comprennent. Le Mali, le Niger et le Burkina sont en situation de guerre. Ils sont en guerre contre le terrorisme. À l'ONU, il a été dit clairement que ces terroristes sont financés, sont nourris, sont blanchis par la France. Et la France est le pays ex-colonisateur de ces pays dont on parle. Donc, il ne faut pas penser qu'on est sorti de l'ornière. Ici, un général français a dit qu'ils ne vont pas dormir. Le général Tchani l'a repris. Il y a un qui a dit que c'est le petit imbécile Macron qui a ouvert les yeux des Africains. Le général Tchani l'a répété plusieurs fois. Ce dont on parle aujourd'hui là, c'est l'œuvre de la France. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est la France qui a déstabilisé beaucoup de pays africains jusqu'aujourd'hui. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est une continuité d'une lutte. Donc, où nous sommes arrivés là, Choguel Karam Maïga, ou Sénégal Camara, ou je ne sais pas quoi, ou les autres ont été présentés au peuple malien comme étant des gens qui veulent déstabiliser le Mali. Ça a eu de prouver le contraire. Pour moi, le président Assimi Goïta fait bien de les mettre en garde à vue et de prendre toutes les mesures pour sauver son pays au détriment de ses amitiés. Voilà, permettez, en enlevant bien sûr la petite expression que vous avez prononcée en parlant du président Emmanuel Macron, on va respecter un chef d'État étranger, voilà, cela est fondamental. J'ai dit un truc qui n'est pas correct. Je le retire, oui, alors, c'est quoi? On ne va pas revenir dessus. Vous l'avez déjà dit, vous n'allez pas répéter. Merci à vous. Alors, permettez, on retire juste voilà, le petit mot à côté et puis on continue rapidement. Je le retire autant pour moi, c'est le feu de... Moi, je voudrais même dire quelque chose, mon frère. On constate depuis quelque temps que quand les journalistes français, ou sur les plateaux de télévision françaises, les plateaux de télévision en France, personne, on traite Poutine de tous les noms d'oiseaux. On le qualifie de tout. Mais alors, ne nous donnez pas les leçons en Afrique quand ceux-là même que certains placent comme des modèles de journalisme ne donnent pas des leçons à leurs panélistes. Non, ne nous donnez pas des leçons. Laissez-nous les traiter également ou les qualifier de tous les noms d'oiseaux, comme ils le font à l'endroit de Poutine. Alors, par exemple, la France, quand il faut parler du Mali aujourd'hui, ou alors du gouvernement de transition, on parle de la junte. On parle d'une junte. Et on sait ce que c'est qu'une junte. Alors, quand on parle d'une junte, on parle d'un pouvoir exclusivement militaire qui est mené par des militaires. Ce n'est pas des coups d'État. Et après un coup d'État, ce qui n'est pas le cas au Mali. Alors, pour poursuivre, je voudrais dire que nous sommes dans une république, nous sommes au Cameroun et, je vais dire, et dans beaucoup d'autres pays du continent africain où nous sommes également tenus de respecter les lois de la République. Et là, si on laisse ce que vous avez dit se poursuivre, Okosisi, on parlera plutôt d'outrage à une personnalité étrangère. On va s'en tenir à cela en attendant que ça évolue. Et voilà, on poursuit rapidement avec Monoko Toali qui est au Mali et que nous allons retrouver sur le terrain. On espérait vraiment avoir Monoko Toali, j'espère qu'il va revenir, parce qu'il était question de prendre des nouvelles fraîches sur place avec lui, notamment pour savoir exactement comment est-ce que les différentes opérations se poursuivent, notamment la procédure lancée contre Choguel Maïga et également la procédure, les interpellations donc, au sein de l'armée. Revenez-nous très rapidement, Monoko Toali, pour que nous puissions échanger avec vous et que vous puissiez donc mieux nous renseigner par rapport à cela. Et en attendant, Maître Janvier Momo, vous êtes sur ce plateau et je vous retrouve. Alors, c'est un vrai casse-tête au Mali, il faut le signaler, parce que Choguel Maïga n'est pas n'importe qui, figure très très importante de la lutte pour la libération du Mali et aussi une grande figure de toutes les victoires
engrangé ces dernières années dans le cadre notamment du pouvoir que mène le général Assimi Goïta. Alors, que ce soit lui ou bien les autres, qu'est-ce qu'il faut en penser aujourd'hui? Je commence par le cas de Choguel Maïga, que vous connaissez bien, que vous avez rencontré. Oui. Je commence par vous remercier pour l'invitation. Je vais saluer tous les téléspectateurs d'Afrique Média et m'excuser pour ce retard. Je n'ai pas coutume de le commettre, mais... Nous vous comprenons. Oui, je salue les techniciens sans lesquels nos émissions ne sont pas possibles. Alors, en allant tout droit à votre question. Mais, Monsieur Fondop, Sékou Touré a dit, l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Parce qu'au Mali, il y a confusion. Pourquoi confusion? Confusion parce que les populations et certaines autorités ont cru que les militaires qui sont allés au pouvoir allaient entériner les jouissances. Mais oui, on a cru que Assimi Goïta et les autres étaient venus au pouvoir pour jouir, pour continuer les festins. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que le Mali est en fait, depuis la mort de Modibo Keïta, c'est-à-dire tous les régimes qui ont suivi, c'était du n'importe quoi. Alors, quand vous parlez de Choguel, vraiment, c'est avec beaucoup de regrets que, premièrement, personnellement, j'ai vu Choguel, le Premier ministre, se mettre dans la rue et s'allier avec des personnes. Vraiment, aujourd'hui, je me garde de prononcer certains mots pour aider à la transition, d'arrêter qu'elle a mis trop de temps et qu'il faut passer aux élections. Mais, Monsieur Fondop, c'était curieux. C'était curieux. Mais Choguel, c'était le marketiste du coup d'État. C'est-à-dire que lorsque vous allez dans un salon automobile, et je paraphrase là l'ancien ministre malien, Seydou Keïta, quand vous allez dans un salon automobile où il y a des belles voitures et des speakers à la hauteur de la présentation du véhicule, cela ne veut pas dire que le speaker est l'ingénieur qui a fabriqué le véhicule. Choguel était un marketiste, c'est-à-dire l'homme que la révolution, que la deuxième révolution, parce que c'est le deuxième coup d'État qui est véritablement révolutionnaire au Mali. Le premier qui a vu Morta Wan Mbandao au pouvoir, mais c'était la confusion. C'était du n'importe quoi. Fort heureusement, le colonel Assimi Goïta et les autres ont perçu où se trouvait la réalité. Et le deuxième coup d'État, le second coup d'État, c'était le meilleur. Le meilleur parce que ils ont compris et ils ont remis les pendules à l'heure. Alors, Choguel, c'est celui sur qui ils ont jeté le dévolu pour être au devant, pour dire au monde entier les raisons pour lesquelles ils ont perpétré ce second coup d'État. Mais ce n'est pas Choguel qui devait à un moment donné devenir l'interrogateur de la transition. Et il pouvait même le faire en interne, c'est-à-dire en tant que Premier ministre, il essaye d'aller au palais Koulouba, rencontrer le chef de l'État, discuter avec lui. Qui, plus que Choguel, était placé pour savoir que le Mali n'est pas en paix? Mais il a commis des ouvrages là-dessus. Nous en avons, j'en ai lu au moins 3 ou 4. Des ouvrages de Choguel, où il mentionne que le Mali, tant que le Mali n'appartiendra pas aux Maliens, ça sera une province de la France. Mais d'où vient-il? À quelques années de la Révolution, disons quelques jours de la Révolution, que ce soit lui qui demande à la transition d'interrompre et de faire des élections. Les élections pour faire quoi? Pour jouir. Des élections où, au cours desquelles on n'a pas la chance d'avoir la représentativité populaire dans toutes les régions du Mali. Parce que, M. Fondou, quand on organise une élection, il faut avoir la même mise dans toute la superficie territoriale du pays. Mais si vous organisez une élection qui va se tenir à Bamako, un peu ailleurs, à Tessalit, à Kidal, il n'y aura pas d'élection. C'est que ce n'est pas une élection malienne. Et c'est ce qu'on a vu les années antérieures. Donc pour nous, ce n'est pas Choguel. Et j'ai suivi mon ami Okosisi Baba Nicolo. Mais je vais lui dire, les colonels maliens qui ont pris le pouvoir avec Assimi en tête,
S'ils ne sont pas venus régler des comptes avec les Maliens. Ils ont un objectif, c'est de libérer le Mali. C'est d'apporter la sécurité à l'intérieur du Mali. Une fois cette sécurité acquise, ils vont se reculer. Mais ce ne sont pas des jouisseurs, M. Fondop. Nous-mêmes, nous avons mené l'enquête en mars 2024 au Mali. Nous nous sommes promenés au Mali. Nous avons interrogé des personnes au Mali. Mais allez voir si ces membres de la transition malienne ont acquis des immeubles ou des biens pour les appeler des jouisseurs et demander qu'on interrompe la transition. Ils sont dans une phase de révolution. Et comme je l'ai dit à l'entame, certains croient qu'ils sont venus se servir et partir. Non! Ils sont là pour le peuple malien. Et ils nous l'ont prouvé en actes, en paroles et partout. Donc pour nous, et ce que vous devez comprendre, M. Fondop, c'est que tout à côté du Mali, on alimente des foyers, on alimente, on finance, on donne la logistique à des groupuscules de personnes qui sont capables de déstabiliser le Mali. Et derrière cette réclamation de la fin de transition se trouve en pole position cette fameuse opposition malienne qui est exilée ou en République de Côte d'Ivoire. Et donc vous comprenez aussi, ça sera, je pense que c'est l'un des thèmes que vous avez mis sur la table, oui. Vous comprenez pourquoi la France a le plus grand intérêt à ce que le président Alassane Dramane Ouattara se porte candidat et demeure en Côte d'Ivoire parce que, et je l'ai dit hier, la Côte d'Ivoire demeure un sanctuaire pour la déstabilisation des pays de l'AES. Donc, au niveau du Mali, nous constatons avec beaucoup de regrets que la confusion s'est installée. Mais M. Fondop, vous voulez qu'on organise les élections pendant que les militaires sont en train de mourir au front au Mali. Peut-être dans d'autres pays, on peut accepter, mais le président de la République du Mali, ils ne sont pas prêts, eux, qui ont fait le coup d'État pour pacifier et assainir le Mali, ils ne sont pas prêts à ce genre de jeu. L'élection, c'est quoi? C'est choisir un chef de l'État qui va présider aux destinées du pays. Quel pays? Le Mali? Est-ce qu'il est libre? Est-ce que les objectifs ont été atteints? Mais je vais vous dire, quand j'entends la France paraphraser le pouvoir malien, être de mèche avec tous ceux qui sont dans la fronde contre ceux qui ont pris le pouvoir au Mali. Mais je suis désolé, en 1789, la révolution française de 1789, elle a mis combien d'années? Elle a mis combien d'années? Pour qu'on la 5e République sous De Gaulle, elle a mis combien? La 5e République, elle continue jusqu'à aujourd'hui, M. Fondop. Parfaitement, oui. La 5e République, qui a commencé sous De Gaulle, continue jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pour dire que l'un n'est pas la distraction au Mali. Et je pense que le président de la transition et ses frères d'armes qui ont rassuré le peuple malien, qui sont venus à la suite du peuple malien, parce que c'est la révolution du peuple malien. Les militaires sont venus concrétiser ce que le peuple voulait. Alors, je pense que eux, ils ne sont pas prêts à décevoir ce peuple qui est allé dans la rue. Mais je pense que Choguel s'est trompé. Oui, il s'est trompé. Et puis, Mbandao, Moktawan, eux aussi, ils s'étaient trompés. La révolution avait pensé que ces autorités civiles pouvaient conjuguer avec eux les désirata du peuple, c'est-à-dire ramener la sécurité, la paix, la tranquillité aux Maliens, la sérénité aux Maliens. Merci mon frère Moutinga. Donc, pour nous regardons avec beaucoup de regrets, parce que, ayant étudié, M. Fondop, ce qu'on appelle révolution, nous voyons tout ce dont une révolution a besoin se dérouler au Mali. Vous avez des gens au pouvoir qui ont réduit leur propre train de vie. Mais, M. Fondop, le cortège présidentiel au Mali, c'est des pick-up. Quel véhicule de tourisme, c'est des pick-up. Eux-mêmes ont réduit leur propre train de vie. Pour dire à la population que vous ne pouvez pas être à la base de la pyramide en train de souffrir pour que, alors que nous, au sommet, nous sommes en train de jouir. Leur salaire. J'ai dit leur propre salaire.
jusqu'au chef de l'État. Nous l'avons rencontré une des rares fois lors d'un sommet panafricain, mais il nous a dit, mais c'est bien, vous avez parlé de la diaspora, le retour des financements, mais est-ce qu'on peut véritablement financer dans une zone de guerre? Là est la question. C'est dire que la question fondamentale, c'est de conquérir ce sésame qu'est la paix. Lorsqu'on a la paix, on peut dérouler toutes les perspectives économiques. Vous pouvez faire monter vos affaires et être en paix. Je pense que ce mouvement au niveau du Mali, ils ne sont pas venus pour un mandat parce que justement, ils sont arrivés, je pense, M. Moussing, en 2021. Ils sont arrivés en 2021. Nous sommes en fin 2025. C'est comme s'ils étaient venus pour un mandat de 5 ans. Non, M. Fondop. Ils sont venus pour une révolution. Et que les Maliens qui sont pressés prennent leur mal en patience. Les militaires vont faire le boulot qui se doit d'être fait. Le boulot que les panafricanistes apprécient partout dans le monde entier. Est-ce que le pouvoir malien entre à Kidal? Mais nous avons vu le président Hollande arriver au Mali, atterrir à Kidal et demander à Ibeka de le retrouver à Kidal. Sur le plan diplomatique, c'était la plus grave insulte qui puisse exister. J'arrive chez toi et je t'invite à venir me recevoir là où je veux. Donc pour nous, il est question pour les Maliens de prendre leur mal en patience, d'attendre que la révolution qui s'est installée ramène la paix au peuple malien. Ainsi, les Maliens vont continuer à gérer leur grand et beau pays avec toute la tranquillité. Mais nous les envions d'ailleurs. La façon par laquelle ce peuple est en train de se mener, mais M. Fondrop, sans aide extérieure, parce qu'ils sont sous sanction. Vous n'ignorez pas, tant au niveau de la CEDEAO qu'à l'international, sans aide extérieure. Comment est-ce qu'ils font pour continuer à honorer les engagements salariaux vis-à-vis des fonctionnaires de la République, pour ne parler que d'eux? Comment est-ce qu'ils font pour la dette intérieure, c'est-à-dire les hommes d'affaires maliens qui font des affaires à l'intérieur du Mali et qui réussissent à se faire payer? Parce qu'on nous a fait savoir que sans la perfusion française ou à l'extérieur, les pays africains ne pouvaient pas survivre. Mais comment est-ce qu'ils font au Mali? Je pense que c'est des questions que les populations civiles maliennes doivent poser, que l'opposition politique doit poser, au lieu de courir, demander. On cherche les élections, M. Fondor, c'est pour aller juire. Hein? Ce n'est pas pour continuer la révolution. C'est pour commencer à dire, ok, je suis ministre de ceci, je suis ministre de cela, alors que l'intégrité territoriale est sous point d'interrogation. C'est impensable. Et je le dis, c'est pas Choguel. Moi personnellement, j'ai été très déçu. J'ai dit très déçu. Parce que Sékou Touré l'a dit, je le dis pour la 3e fois, l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Parce qu'il y a ceux qui ne comprennent rien ou qui comprennent la révolution, mais qui sont pressés de jouir. C'est-à-dire de jouir des avantages, de je suis ceci, de je suis cela, parce que c'est de ça que je parle. Donc pour nous, il est question de continuer à demander au peuple malien de soutenir cette révolution, de continuer à lui donner sa bénédiction totale, parce que nous voyons ce que le Mali est en train de devenir, M. Fondop. Nous regardons, sur le plan économique, nous sommes au courant, nous les panafricains, nous sommes au courant de ce que le Mali est en train de devenir. Les petites richesses que le Mali a réussi à gérer de façon autonome sont en train de faire vivre le Mali. Pas survivre, sont en train de faire vivre le Mali. Et attendez d'ici 5-10 ans. Et nous souhaitons aussi que les militaires au front, parce que c'est eux qui nous intéressent, ce n'est pas des jouisseurs. Parce que pendant qu'ils cherchent à jouir, il y a les enfants du Mali qui meurent au front, qui dorment sous le vent du désert. À Bamako, vous cherchez déjà des postes ministériels, je veux être ceci, je veux être cela. Monsieur, vous vous trompez. Ça ne sera plus ce genre d'Afrique. L'Afrique nouvelle, c'est l'Afrique où chacun des Africains va donner de soi pour qu'on puisse évoluer ensemble. Pas que certains soient en train de souffrir pendant que d'autres sont en train de jouir. Je suis désolé, je suis complètement désolé. Ce qui est sûr, et nous rassure les panafricanistes, c'est que les militaires au pouvoir savent ce qu'ils sont venus faire et rien ne les empêchera d'accomplir ce dont ils sont venus faire dans l'intérêt et pour le compte du peuple malien.
Merci à vous, Maître Janvier Momo. On va rappeler à Monoko Toali de nous retrouver dès que possible afin que nous puissions, avant de sortir de ce sujet, faire le point complet avec lui, notamment concernant les différentes évolutions sur le terrain, que ce soit sur les arrestations de la cinquantaine d'éléments des forces de défense et de sécurité, parmi lesquels les généraux Abbas Dembélé et Nema Sagara. Que sait-on concrètement aujourd'hui, à côté de tout ce qui a été dit sur ce plateau, que pensent les Maliens eux-mêmes quand on échange avec eux dans la rue? Voilà autant de questions qu'on va poser à Monoko Toali, qui est notre correspondant sur place. Monoko Toali, est-ce que vous êtes là? Pas encore revenu. Peut-être un mot, Herman, avant qu'on ne sorte de ce sujet malien. Non, je vais tout simplement dire que il faut faire confiance. Je vais continuer à demander au peuple malien de rester serein, de rester attaché à sa liberté, de rester attaché à son indépendance, de savoir que c'est à lui, c'est à ce peuple-là qu'il revient d'être fort et de défendre les intérêts de la transition. Et de savoir que l'Afrique ne peut pas se développer avec la démocratie. L'Afrique ne peut pas s'en sortir avec la démocratie. L'Afrique ne verra pas le bout du tunnel avec la démocratie. Parce que la démocratie, c'est un concept qu'on a amené, sachant qu'on va armer les uns, financer les autres, oui, et les amener au pouvoir qui serviront les intérêts de nos ennemis. Alors maintenant, quand on l'a compris, quand on l'a su, un peu comme le peuple malien, le peuple burkinabé, et j'espère aussi que le peuple du Niger suivra le même exemple, parce que nous savons, et compte tenu des informations que j'ai, oui, sur ces deux pays, oui, je sais une chose. Ces peuples-là, du Mali et du Burkina Faso, j'ai en la ferme conviction qu'ils ont déjà cet esprit-là. Ils savent que la démocratie n'apportera aucune solution et aucun développement à leur État. Alors maintenant, j'interpelle également le peuple du Niger à suivre le même exemple pour que l'AES reste un mouvement solide, un mouvement fort, un mouvement puissant qui certainement amènera les voisins, à savoir le Bénin, à savoir la Côte d'Ivoire, à savoir la Guinée-Conakry, à savoir tous les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, à comprendre qu'il est grand temps que l'Afrique se réveille. Parce que quand je me rappelle tout récemment, le président, lors de la visite du président burkinabé Ibrahim Traoré en Russie, il demandait justement au président Poutine s'il pouvait avoir si on pouvait installer le nucléaire civil pour l'électrification pratiquement du Burkina Faso et pratiquement de toute la zone. Et nous savons, si déjà il y a le nucléaire civil au Burkina Faso, nous sommes convaincus que demain ou après-demain, nous aurons également les éléments et les armes qui nous permettront de défendre valablement notre continent. Parce qu'il faut partir du nucléaire civil pour avoir le nucléaire fort. Donc moi je dis, il est très très important qu'on comprenne et que les peuples de ces deux États-là ou de tous ces États restent sereins et déterminés à faire quelque chose pour que l'Afrique ne perde pas ses repères. Et les repères de l'Afrique aujourd'hui, c'est pratiquement pas la transition. Les repères de l'Afrique, c'est également ces deux États, c'est-à-dire le Burkina Faso, le Niger, le Mali. Voilà ces trois États. Moi, je parlerai de deux, mais je veux avoir plus d'éléments pour également inclure le Niger. Mais je sais que le peuple du Niger est également déterminé à suivre les deux autres, et je sais que le Niger, compte tenu de certaines informations que j'ai avec le général Tchani, je sais que automatiquement, c'est un groupe qui est déjà soudé, c'est un groupe qui est déjà solide, et c'est un groupe qui amènera certainement beaucoup d'autres États à suivre l'AES, et que l'AES nous offrira certainement, nous augure des lendemains meilleurs en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique tout entière. Donc moi, j'ai aucune crainte. Je sais que tout ce qui se fait, et comme je vous ai dit, ces interpellations-là, c'est depuis des mois. Oui.
Ces interpellations, c'est depuis des mois. Oui. Et je vous ai dit ici, pour votre gouvernement, pour l'information de nos téléspectateurs, oui. Je ne suis pas celui qui déclare des choses sans avoir des éléments. Je vous dis que l'agent des renseignements de la France qui était là, on a découvert 5 milliards de francs dans sa résidence. 5 milliards de francs. Oui. Ce n'est pas des informations que je donne comme ça. Oui. Alors, tous ces gens ont été filés pendant des mois et pendant de longs mois, afin d'arriver, quand on les amène aujourd'hui, on expose les données, on expose tous ces éléments, c'est parce que tout est déjà acquis. Tout est déjà, et on a bloqué tout le mécanisme. On est déjà arrivé au fin du parcours. Alors maintenant, quand on nous dit que Choguel Maïga, c'est la tête chercheuse, je dis non. Tous les éléments, parce que pour nous, l'Occident dit toujours que nous n'avons pas cette tête chercheuse, nous n'avons pas toujours d'éléments, notre justice est à tête chercheuse, qu'on dit ci, on dit ça, mais je dis non. Il faut qu'on apprenne nous-mêmes aussi à comprendre où l'Occident veut nous amener. Est-ce pour la construction de notre continent, de nos États, ou alors la déstabilisation de nos États? Et moi, je dis, les peuples doivent rester sereins. Merci à vous, Herman Musinga. On va rappeler aux Africains qui nous suivent à la maison que vous pouvez, dès cet instant, participer également à l'émission en appelant au numéro de téléphone WhatsApp qui est au bas de votre écran, ou alors vous scannez le QR code qui est juste à côté pour nous envoyer des messages directement ou bien nous appeler. Surtout si vous êtes au Mali, nous souhaitons savoir ce que vous, peuple malien, ce que vous en pensez de ce développement que nous venons de faire sur le plateau. Que peut-on dire du cas Choguel Maïga ou encore des 50 éléments de l'armée malienne, parmi lesquels des officiers supérieurs? Que peut-on dire de leur interpellation? Vous nous retrouvez également pour nous dire ce que vous en pensez et participer également au débat. Et rappelez que nous attendons toujours, on espère avoir sur place au Mali, voilà notre correspondant sur place afin qu'il puisse venir nous faire un point complet sur l'évolution de cette actualité. Et rappelez que juste après ce sujet, nous parlons bien sûr du Cameroun avec la présidentielle d'octobre qui arrive. Le président Biya et l'opposition actuelle donc estime que ce sera comme une lettre à la poste pour le chef de l'État sortant, si jamais la configuration actuelle se poursuivait. Alors, une union des forces du changement au Cameroun est-elle possible? Ce sera l'interrogation dans la deuxième partie du débat panafricain. Et puis en troisième partie, nous parlons de la Côte d'Ivoire également et de la présidentielle dans le pays. Et alors qu'un autre invité nous retrouve actuellement toujours en multiplex, il s'agit voilà, de Herman Louane, qui est doctorant en sciences politiques, spécialiste de la politique de l'Europe centrale et orientale. Mais c'est notre politique en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest qui nous intéresse cet après-midi avec notamment le cas du Mali. Merci à vous Herman, merci d'être là. Et que pensez-vous actuellement de la situation au Mali et surtout des différentes interpellations que l'on a suivies, que ce soit celle de Choguel Maïga ou alors des éléments des forces de défense maliennes? Merci encore une fois pour l'invitation et je m'excuse du retard accusé. Je salue tous les panélistes et tous ceux qui sont en ligne également et à tous ceux qui nous suivent dans le monde. C'est un sujet très fascinant pour moi, un sujet en même temps délicat et très important pour nous Africains, et surtout Africains de l'Ouest, le sujet du Mali. J'ai suivi tout à l'heure mes grands frères, je dirais, qui sont intervenus sur le même sujet. Je vais juste apporter un complément par rapport à cela. Vous savez, moi je place toujours une révolution en deux phases. En deux phases, c'est-à-dire une première phase que moi j'appelle la révolution, pour chasser et pour changer un régime présidentiel, un régime qui est au pouvoir, et une seconde phase qui est pour moi un nettoyage, un rafraîchissement des institutions. Alors, pour ceux qui se limitent juste à la première phase, en disant que voilà, il faut chasser ceux qui sont au pouvoir, il faut changer le gouvernement ou le régime en place et se limiter juste là, organiser des élections présidentielles, ils sont vraiment dans le faux pour moi. Pourquoi ils sont dans le faux? Parce que ça ne sert à rien de changer un gouvernement, de changer un régime qui n'allait pas bien, qui faisait souffrir un pays, un gouvernement, tout un peuple, et vouloir tout de suite organiser des élections présidentielles. Ça ne sert absolument à rien tant qu'on ne passe pas à un changement vraiment des institutions publiques et politiques du pays. J'aime toujours prendre l'exemple quand je parle de cela, et tout à l'heure je vais un peu approfondir
pour le cas camerounais. J'aime prendre exemple ce que Rousseau disait dans le contrat social, quand il prenait exemple sur Pierre le Grand, vous savez, le russe, en disant que Pierre, à l'époque, qui était un grand roi en Russie et qui était vénéré, il voulait faire des Anglais là où il fallait faire d'abord des Russes. Il voulait faire des Français, des Allemands, là où il voulait faire d'abord, là où il fallait faire d'abord des Russes. Et ça a été sa pire erreur et sa chute après. Ce que je veux dire, c'est que la démocratie en Afrique, on ne la maîtrise pas. Ça, c'est un long sujet, hein. On peut passer toute une journée à débattre par rapport à la démocratie. Pour moi, on ne maîtrise pas encore le pouvoir ou le régime démocratique en Afrique. Donc, ça ne sert absolument à rien de vouloir faire des Français au Mali lorsqu'il faut faire d'abord des Maliens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut attendre, il faut accorder du temps à ce gouvernement ou à cette junte militaire au Mali de nettoyer, de faire un nettoyage complet avant de penser à une élection présidentielle ou un régime politique typiquement malien. Il ne faut pas faire l'erreur que beaucoup de gouvernements ont fait dans le passé en mettant une pression à ce régime-là pour pouvoir organiser des élections qui ne vont servir absolument à rien après. Et je vais également revenir parce que la fois dernière, je voulais intervenir, mais on a été empêché par rapport à, à ce même sujet du Mali pour, entre guillemets, l'espion Ivan Vézilier qui a été arrêté au Mali. Je fais en même temps une transaction, un exemple par rapport à la situation libyenne de 2011. Vous savez, dans de tels régimes qui ne sont pas favorables euh, à l'Occident, à la France en général, ils cherchent toujours la petite bête, d'accord? Ils cherchent toujours, je vais dire, une faille dans la population afin de s'aimer un trouble qui va s'aimer un chaos dans le pays et une révolte pour pouvoir changer le gouvernement. Il ne faut pas que les Maliens tombent dans ce piège. Il ne faut pas que tous les pays de l'AES tombent dans ce piège. Je rappelle qu'en Libye, en 2011, l'Europe, l'Occident est passé par Benghazi. Benghazi, on sait très bien, hein, pour ceux qui connaissent le sujet, a été une ville en Libye qui a été hostile tout au long du gouvernement de Kadhafi. Bon, après, derrière Kadhafi aussi, pas mal fait des actions qui n'étaient pas en faveur hein, de la population de Benghazi. Donc l'Europe, le sachant, ils ont saisi donc cette opportunité, cette hostilité de la population de Benghazi, qui est en majorité habitée par la tribu de Wafala, qui est donc au printemps, lors du printemps arabe, ils ont sémé, donc ils sont passés par Benghazi pour s'aimer le trouble en Libye, ce qui a valu la chute du régime de Kadhafi. C'est la même manière, ils sont en train de profiter de la même manière dans l'AES. Il ne faudrait pas laisser, ne serait qu'une seule petite faille, être une faveur ou être un avantage pour l'Occident afin de déstabiliser les gouvernements qui sont en place au Mali, au Niger, au Burkina Faso. C'est pourquoi il faut armer, il faut munir de tout ce qu'il faut les services secrets maliens, burkinabés et nigérians pour pouvoir lutter contre ces infiltrations, contre ces gens qui viennent s'aimer un peu le trouble au Mali. Donc, ce que je vais dire, pour ajouter ce que mes grands frères ont dit avant moi, il faut laisser ce gouvernement malien aller à son rythme. Aller à son rythme parce que nous sommes dans une révolution. Nous sommes dans la seconde phase de la révolution malienne ou de l'AIS. Il faudra donc faire un nettoyage. Il faudra attendre à ce que ce régime-là soit prêt à organiser une élection présidentielle. Déjà qu'on ne maîtrise pas la démocratie, il serait donc nécessaire, encore une fois, de laisser ce gouvernement-là aller à son rythme. Merci à vous Herman et à rappeler donc que les appels, le standard est ouvert pour ceux qui souhaitent nous rejoindre rapidement pour donner un avis sur ce sujet concernant le Mali. Et en attendant les appels, Maître Momo, tout à l'heure on parlait également des interpellations de militaires dans les rangs de l'armée aussi. Et si jamais ces derniers voulaient préparer effectivement un coup d'État, comment est-ce qu'ils auraient pu justifier cela auprès de l'opinion qui sait ô combien est-ce que le général Goïta se bat aujourd'hui pour la stabilité du Mali?
Non, vous savez, sur le plan communicationnel, c'est facile. Le premier mot, c'est que on est venu arrêter cette transition qui a mis trop de temps pour rien. Ils vont vous faire un discours bien coloré. Ils vont prendre là où peut-être la transition est encore en train de lutter pour conquérir la liberté dans ces zones. Ils vont prendre ça comme cheval de Troie pour prononcer un discours et convaincre les populations. Que nous n'avons pas entendu, qu'est-ce que nous n'avons pas encore entendu en termes de discours de ceux qui viennent de prendre le pouvoir? Ce qui est décevant, c'est que au rang des personnes interpellées se trouvent des militaires. Oui, c'est décevant, mais c'est aussi normal. Monsieur Fondop, c'est normal. Pourquoi? Parce que quand vous avez un groupe de personnes qui ont pris le pouvoir et qui sont en train de mener le pouvoir, mais vous avez d'autres qui ne regardent pas la feuille de route, qui regardent des hommes, qui regardent où ils se trouvent, se contentent de cette position, admis cette position et sont capables d'être englués ou d'être enrôlés dans des mouvements de déstabilisation. Pour nous, ce qui vient d'être fait au Mali, le fait que des officiers supérieurs de l'armée soient concernés ne nous surprend pas. Mais vous n'allez pas me dire, il doit y avoir des saints syriens. Je ne veux pas dire que tous les saints syriens sont des potentiels déstabilisateurs, mais il s'agit qu'il doit y avoir ceux qui, pour la France, sont prêts à vendre le peuple malien. C'est pour ça que chaque révolution a ses traites. Et au fur et à mesure que les enquêtes vont progresser, nous découvrirons ensemble exactement ce qu'on leur reproche. Mais ce qui est sûr, les informations qui sont à notre disposition nous font état de ce que il y a de cela plus de 9 mois, près d'1 an, que eux, ils sont sous la lunette. Ils sont sous la lunette des services de renseignement au niveau du Mali. Alors, s'ils se sont amusés à prêter le flanc à l'impérialisme, à chercher à faire revenir l'impérialisme comme l'impérialisme est rentré en République de Guinée avec Doumbouya. Mais s'ils ont accepté de prêter le flanc, comment ne pas financer? Mais M. Fondop, cette question, elle est d'autant plus importante qu'au Burkina Faso, d'à côté, nous avons vu des gens qui étaient prêts à déstabiliser. La première chose, lors de l'exploitation, ils vous font savoir que voici de l'argent qui avait été mis à leur disposition. M. Moussinga parlait tout à l'heure de près de 5 milliards retrouvés à l'intérieur d'un domicile au Mali appartenant à un expatrié. Oui. Qu'est-ce qu'il faisait avec cette malle? Un agent de renseignement. Un agent de renseignement, elle était destinée à quoi? Si ce n'est pas pour détruire le peuple malien, ce n'était pas de l'argent destiné à des œuvres caritatives, ce n'était pas de l'argent destiné à faire des puits au niveau du Mali et à donner de l'eau potable. Mais c'est de l'argent pour faire arrêter la révolution. Nous continuons à dire que le fait que les militaires soient parmi ceux qu'on a arrêtés ne nous surprend pas, M. Fondop. Nous sommes dans des zones francophones. Nous sommes dans le marigot du papa français où nous avons tout vu, tout entendu depuis les indépendances factices en 1960. On monte les uns contre les autres. Okosisi Baba Nicolo nous fait savoir aujourd'hui que Damiba est en Côte d'Ivoire. Toute l'opposition malienne, armée ou non armée, elle se retrouve en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. La Côte d'Ivoire, c'est où? C'est le pays voisin au Mali. Oui, mais oui. Tout le monde se retrouve là-bas. Tout le monde se retrouve. La Côte d'Ivoire est devenue le hub par excellence. C'est la plateforme. Oui, de tous les terroristes. Donc pour nous, et quand la révolution a commencé, vous n'avez pas oublié la fameuse histoire des 49 mercenaires ivoiriens qui se sont retrouvés à Bamako, à l'aéroport international de Bamako, avec des armes, avec des munitions. La destination, c'était quoi? Il fallait renverser très rapidement le pouvoir. Il venait d'où? De la Côte d'Ivoire. Donc pour nous ne sommes pas surpris. Heureusement, fort heureusement, et Dieu aidant, ces militaires, ils sont aux aguets. Je pense qu'ils sont assez vigilants pour savoir ce qui est en train d'être arrivé au Mali. De toutes les façons, ce ne sont pas des enfants de cœur. Ce sont eux aussi, ce sont des gens qui ont tout vu. Ce sont des gens qui ont vécu la douleur, l'extrême douleur du peuple malien, étant au front, étant en contact avec des populations qui souffraient au front. Donc, une fois au palais, ils ne peuvent pas oublier ces populations
en négligeant ce qu'ils ont le plus à faire, c'est-à-dire les renseignements et la sécurité. N'oubliez pas aussi, M. Fondop, les renseignements aujourd'hui, au niveau du Mali, sont conjugués avec, en logistique et en hommes, avec la Fédération de Russie. Nous ne cachons plus, nous n'avons pas honte de dire que la Fédération de Russie est là et qu'elle est avec nous. Le temps est passé où on mettait la main, la bouche à l'aisselle pour parler de certaines choses. Non. Et comme la Russie est là, je pense qu'il y a la logistique technique, technologique nécessaire pour débusquer un certain nombre de faits qui sont importants pour les renseignements et qui sont importants pour la sécurité du Mali. Ce qui est sûr, c'est le peuple malien. Le peuple malien, la révolution commencée en 2020, c'est la révolution du peuple malien que les militaires sont venus entériner et conduire le peuple vers un meilleur dessein. Merci. Merci à vous, Maître Momo. On va rapidement passer en deuxième partie de ce débat panafricain, cette fois-ci pour nous intéresser à une élection qui est très attendue au Cameroun. Il s'agit de la prochaine présidentielle, le président Biya qui brigue un nouveau mandat. On revient dans quelques instants pour en parler le temps d'une transition et nous revenons.